Gaël Josse, Vermeer, entre deux songes. C'est un rendez-vous, toujours, fébrile à chaque fois. Un rendez-vous en rouge. New York pour une courte semaine. Tant de sollicitations et cette nécessité pourtant d'aller la voir, la revoir. De près, pour de vrai, comme disent les enfants. De me confronter une fois de plus à sa présence, d'entrer dans son aura, de recevoir son étrange et inexplicable magnétisme, une irradiation que les meilleures reproductions ne peuvent offrir. Dans la ville qui ne dort jamais, dit-on, je pars retrouver cette jeune femme ou cette servante, cela reste obscur, qui n'en saura rien puisqu'elle dort depuis quelques siècles. Elles sont 5 autres autour d'elle, du même peintre, à l'entourer, au Metropolitan Museum. Il y a la si célèbre laitière, galvaudée ad nauseam sur les emballages de produits lactés, devenue simple logo, réduite à quelques lignes et quelques couleurs criardes. Une curieuse allégorie de la foi, un peu théâtrale, à l'extase vaguement surjouée. Une austère femme en gris, coiffe blanche au plissé impeccable, une aiguillère en main. Une jeune fille aux traits pâles, au large front et aux yeux immenses, et une élégante joueuse de luth, regard tourné vers la fenêtre. Ensemble, elles tracent une ronde silencieuse autour de la jeune endormie. Ce jour-ci à New York, dans la ville saturée de vie, de mouvements, de bruit, de sirènes, de lumière, de chaleur d'août, c'est cette jeune femme endormie qui m'appelle et ne me lâche pas. Tant de questions irrésolues qui m'assaillent sans que j'en comprenne la raison, et qu'une nouvelle visite éclairera peut-être. Depuis si longtemps, cette fascination pour Vermeer, pour ces instants suspendus, ces arrêts sur image, pour ce silence, pour cette sensation un peu voyeuse de surprendre une scène qui à elle seule dit une histoire, qui prête chair et vie au sujet représenté, qu'elle dote d'un passé, d'une intensité, de la possibilité d'une vie ou de plusieurs vies. Ou ressentir ailleurs à ce point le poids du silence, l'écho du murmure, le secret de la confidence. Ou cueillir ailleurs le non-dit sur les lèvres. Étudiante, j'attendais chaque mois le dimanche de gratuité pour aller rendre visite aux 2 Vermeer du Louvre, la Dentelière et l'Astronome. Côte à côte, l'une penchée sur l'infiniment petit, l'infiniment concret, l'infiniment humble. L'autre sur l'infini, sur les vertiges de la science, les arcanes secrètes de l'univers, sur les mystères qui nous dépassent. Je montai directement à l'étage des peintres hollandais et arrivai, les yeux fermés ou presque, à la salle qui les abritait. Peu de monde, personne parfois, toujours un battement de cœur et cet étranglement dans la gorge devant cette jeune fille penchée sur son carreau. Rassasiée, je repartais, laissant derrière moi cette presque enfant au petit front obstiné, intensément présente à son ouvrage, oublieuse du monde, avec son amas de fil à côté d'elle et ses écheveaux rouges emmêlés, comme des entrailles à l'air. Dans la ville qui ne dort jamais, cette jeune endormie. J'aime retrouver chez le peintre tous les éléments de décor familiers qu'il transporte d'une toile à l'autre, variant seulement leur agencement, leur éclairage, leur importance. Il y a la lourde nappe aux motifs orientaux, géométriques, rouges, sombres comme ici. Ailleurs, le dallage noir et blanc, la fenêtre aux carreaux sertis de plomb, ou une représentation d'un tableau de Cupidon. Parfois, c'est une veste de brocart jaune safran, bordée d'hermine, ou un collier de perles. Signe de reconnaissance, signature,
tous ces objets qui apprivoisent notre regard comme un leitmotiv visuel, une obsession et qui annoncent chez qui nous pénétrons. Cette jeune femme ensommeillée m'interroge. Et la contemplation prolongée de la toile ne fait qu'accroître l'étendue des questions qu'elle me pose. C'est un vertige dont je ne sais comment j'ai été prise, ni comment je m'en extrairai. Il y a là une énigme, quelque chose de non dit, de non explicite. Une multiplication du sens, des possibles, des ouvertures, sans qu'aucune interprétation puisse prétendre prévaloir sur une autre. J'aime être cette spectatrice invitée à entrer dans la toile, à y apporter mon histoire, mon regard, mon errance. C'est une invitation à ne plus être simple contemplatrice, admiratrice, mais à me laisser entraîner dans une proposition, un jeu dont le cours peut varier d'un jour, d'un moment à l'autre, renouvelé par ma simple humeur, par un détail subitement découvert, par la tonalité de ma journée ou des préoccupations, par un angle mort qui soudain s'éclaire. C'est un miroir qui m'est tendu, à moi de le saisir ou non, et comme je veux ou comme je peux. Vermeer m'offre cette possibilité de faire tourner ma caméra obscura personnelle, intime, secrète, sans chercher à m'imposer une quelconque vérité. J'aime cette liberté. Cette jeune femme alors, mystérieuse identité, variable dans le temps, est-elle servante ou quelqu'un d'autre? Les indications de l'époque, lors d'une vente en 1696, font état d'une servante ivre endormie à une table. On ne sait à qui l'on doit cette mention, peut-être à un simple clerc chargé d'établir un descriptif en vue de la vente. Vermeer aurait lui-même coupé la toile sur les 4 côtés. C'est une information qui semble acquise. S'il s'agissait d'une scène anecdotique, pittoresque, on peut se demander pourquoi le peintre aurait donné une telle ampleur à un si modeste sujet. Les dimensions actuelles sont de 87,6 sur 76,5 cm, ce qui demeure considérable si l'on songe au format si réduit de la dentelière de 24 sur 21 cm. Le visage lourd, des traits d'aucune grâce, les seins ronds mis en valeur par le corset serré, ils sont lourds eux aussi, ils tendent le tissu de la robe. Ils appellent la main, les mains en coupe pour les se peser, les tenir, les pétrir, pour écarter le tissu qui les soustrait au regard. Ce ne sont pas, pour l'époque, les attributs d'une dame. Pas convenables, du moins en peinture. Pour ce qui est du secret des chambres, nous ne nous prononcerons pas. Mais impossible de prêter une telle poitrine de nourrice flamande à l'élégante joueuse de luth, par exemple, ou à la jeune femme à sa toilette, dans ce même manteau de brocart jaune, ni aux mélancoliques liseuses de lettres. Imaginerait-on un seul instant une de ces gracieuses jeunes femmes, au cou orné d'un rang de perles, aux chignons savamment ordonnés, aux mains délicates posées sur un écritoire, ainsi avachie au bord d'une table, souillée des restes d'un repas. Et pourtant, notre dormeuse n'est pas vêtue comme une servante, de celle que l'on trouve chez Nicolas Masse ou chez Pieter de Hooge. Ces jeunes filles, vêtues de pauvreté, balayeuses, récureuses, éplucheuses de légumes ou videuses de volailles. Son vêtement, en satin mordoré, son fichu blanc, disposé comme un col, sa coiffure, sont soignés. Rien ne dépasse. Rien n'est en désordre. S'il s'agit d'une servante, que fait-elle alors, installée comme chez elle à son aise, comme on peut le croire à cette table encore garnie dans cette maison cossue que l'on devine autour d'elle? Il y a là quelque chose d'étrange. Elle dort d'un sommeil pesant, un sommeil de vin, d'alcool, qui l'a saisie à table et l'a immobilisée là, avec le poing qui soutient le visage et l'empêche de s'affaler,
de rouler sous la table ou de s'effondrer sur le riche tissu qui la recouvre. Est-ce alors une servante qui se serait installée à la table des maîtres absents en usurpant leur place? Non, cela ne tient pas. Cette femme ne craint pas d'être réveillée en sursaut, d'être surprise, réprimandée, chassée peut-être. Elle est à sa place ici, c'est certain. Alors, s'agirait-il d'une courtisane, d'une prostituée, dans une auberge ou une maison de rendez-vous où elle dispense ses bontés rétribuées? Rien ne permet de l'affirmer, et la vêture est bien pudique pour une gourgandine. Nous n'en saurons pas plus, réduits à de hasardeuses conjectures que rien ne vient confirmer ou contredire. On le devine derrière elle, à peine. Une représentation de Cupidon, avec un masque de tragédie abandonné à ses pieds, évoque une histoire où les sentiments sont en jeu. Rien d'heureux ici. Le sommeil ne l'est pas non plus. Rien à voir avec le sommeil du juste, réparateur, dans un vaste lit aux draps empesés, brodés, protégés du froid par d'épaisses couvertures en fourrure de martre. On ne représente pas le sommeil en peinture à cette époque. Peut-être ressemble-t-il trop à la mort. Et nous sommes encore si loin des siestes libertines du XVIIIe siècle, parmi les chairs nues, joyeuses, rosées, dans l'entremêlement des draps. Ici, le réveil sera, on est prêt à le parier, une solide gueule de bois, quelque chose de pâteux, d'égaré, avec une haleine chargée et les traits défaits. Il y a eu boisson en excès, et compagnie. Mais le compagnon de table est éclipsé, ne laissant derrière lui que cette table en désordre, et cette femme seule, dans les vapeurs de son ivresse. Et là, c'est une autre interrogation que m'adresse ce tableau. C'est un jeu de pistes visuelles auquel il nous convie, et nous devons alors exercer notre regard pour deviner, dans les plis de la nappe, 2 verres, un couteau et une cuillère ou une fourchette. Rien d'explicite, on ne peut pas les voir, il faut les chercher. Seul le pichet blanc en écho au col de la robe émerge de l'ensemble, comme une affirmation, un point fixe. Du genièvre? Un vin capiteux? On ne sait rien de ce qui fut partagé. Quelques fruits, certainement, il en reste dans la coupe de porcelaine de Delphes. Un peu dégarni, en partie voilé par un linge transparent. S'il y a eu une histoire de chair, de corps, étreinte, enlacement entre la femme endormie et un homme absent, il y a eu aussi partage d'un repas ou d'une collation. Soupe-t-on avec une courtisane, une prostituée? Rarement. Ici, on a parlé, discuté, échangé. On ne saura pas de quoi. Le secret demeure enfermé, scellé sous les paupières de la dormeuse. La nappe a été dérangée, froissée, bousculée, et le peintre a donné à son désordre une curieuse forme pyramidale. Puis, il a dissimulé dans ses plis les verres et les couverts. À quelle fin? Celle d'égarer le regard? D'inviter celui qui le contemple à s'interroger? Peut-être à écrire sa propre histoire? À réveiller son imaginaire assoupi?